Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette présentation pouce carré du 18 décembre. On est à quelques jours des fêtes qui s'annoncent. La température ici à Montréal ne nous permet pas de constater que les fêtes s'en viennent parce qu'il pleut énormément. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je peux vous dire que on espère qu'il y a de la neige pendant le congé de Noël, à tout le moins. Donc, on est ici pour vous présenter aujourd'hui différents corpus littéraires. Je m'appelle Anne-Marie Fortin, je serai votre animatrice cet avant-midi. Et pour les habitués, vous savez qu'on a une journée de présentation. Donc, on aura une présentation cet avant-midi et deux présentations cet après-midi sous la thématique des livres jeunesse pour apprendre. Donc, utiliser les livres pour apprendre. On va découvrir en matinée du documentaire et en après-midi des documentaires, mais aussi des ouvrages de fiction qui nous permettent d'apprendre des choses. Donc, vraiment la thématique de l'apprentissage par la littérature jeunesse. Cet après-midi, je ne serai pas avec vous. Je serai là en début de présentation, mais je vais laisser l'après-midi de présentation à ma collègue Charlotte qui travaille avec nous depuis maintenant une saison, qui donne des animations pour Pouce Carré. Charlotte Beaussier, elle se joindra à nous cet après-midi. Donc, vous aurez une nouvelle voix pour vous accompagner en après-midi pour découvrir des livres. Je suis très contente qu'elle puisse être avec vous aujourd'hui et je vous la présenterai plus en détail tout à l'heure. La première présentation qu'on va faire cet avant-midi, c'est une présentation de Québec Amérique. Québec Amérique, qui est une maison d'édition évidemment très connue et qui souhaite vraiment mettre de l'avant le côté documentaire de sa production. Alors, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des documentaires qui ont été publiés chez Québec Amérique. Et on va voir aussi la plateforme du visuel numérique, donc le visuel numérique qui est une plateforme à laquelle on peut s'abonner, on peut abonner les écoles pour avoir accès à ce document-là, ce documentaire-là. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Avant de commencer, je vais me permettre une courte présentation. Je suis Anne-Marie Fortin, comme je vous le disais. J'ai fondé la compagnie Pouce Carré il y a près de 2 ans maintenant. Et Pouce Carré offre des présentations de livres dans les différents milieux. En fait, ce sont les maisons d'édition qui nous mandatent pour qu'on représente leurs livres auprès des institutions scolaires, que ce soit dans la francophonie canadienne, dans les milieux d'immersion, dans les milieux francophones minoritaires, donc partout sur le territoire canadien et même au-delà des limites territoriales si besoin est. Alors, on a plusieurs maisons, je vous dirais à peu près, là, bon an, mal an, 25 maisons qui font appel à nos services et on peut aller directement dans votre école ou votre centre de service ou auprès de votre organisme communautaire pour offrir gratuitement une présentation de livres en lien avec ce que vous cherchez. Donc, on prend en note vos besoins et nous, on choisit dans notre banque de maisons d'édition les maisons d'édition qui sont les plus adéquates, qui représentent le mieux les besoins que vous avez et on vous permet de découvrir leurs livres. Ça se fait en présence ou en virtuel, comme aujourd'hui. Mais on peut aussi se déplacer pour aller dans vos milieux. Alors, si jamais vous avez besoin de ce genre de présentation, n'hésitez pas à me faire signe. Ça me fera plaisir de travailler avec vous à trouver une date, un lieu, etc., pour que ces présentations puissent avoir lieu. Je vais commencer en vous mettant dans la conversation la bibliographie de l'atelier qu'on va voir cet avant-midi. Alors, je vais faire ça tout de suite. C'est donc la bibliographie de Québec Amérique. Et vous allez voir, voilà, elle y est. Vous pouvez la télécharger. Elle sera également envoyée là, par courriel avec les liens de rediffusion. Et pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, la bibliographie, elle est toujours disponible dans le descriptif de la vidéo. Donc, elle est dans le descriptif en dessous de la vidéo sur YouTube et vous pouvez télécharger la bibliographie. La bibliographie que je viens de mettre dans la conversation, je vais vous la montrer parce qu'elle regorge d'informations pertinentes. Alors, en partageant mon écran, je vous montre ici ce que vous avez reçu. Vous avez donc évidemment tous les documentaires qui seront présentés avec les codes barres. Alors, si vous cherchez ces documentaires à la librairie ou à la bibliothèque, vous pouvez scanner les codes barres pour trouver les bons documentaires. Chacun des titres est cliquable. Donc, en cliquant sur le titre, pour les livres, vous allez arriver sur leslibraires.ca, donc la fiche du livre sur le libraire. Et pour le visuel numérique, vous arrivez directement à la plateforme numérique de Demarque, qui est la plateforme sur laquelle on doit s'abonner pour pouvoir avoir accès au visuel numérique.
Et on a ajouté aussi les fiches pédago. Alors ici, vous avez la colonne fiche pédago. S'il y a une fiche, vous n'avez qu'à cliquer sur le mot fiche et la fiche apparaîtra à l'écran. Donc, vous avez accès à ce moment-là aux documents pédagogiques. Vous voyez, il y a des livres pour lesquels il n'y en a pas, il y a des livres pour lesquels il y en a. Alors, à ce moment-là, vous pouvez aller cliquer sur les fiches ou même sur les activités qui sont proposées. Donc, autant d'informations pour vous qui seront des outils là, pour découvrir les livres. Moi, je vous dirais même les fiches pédagogiques, ça vaut la peine d'aller les consulter et les lire avant même de faire vos achats. Quand vous essayez de découvrir les ouvrages avant de les choisir, ces documents-là donnent souvent beaucoup d'informations sur le livre. Par exemple, des fois, il y a des mises en contexte, ils vous expliquent l'objectif de la collection, etc. Donc, ça vaut la peine d'aller voir s'il y a des fiches pédagogiques, mais de regarder l'information contenue dans les fiches pédagogiques avant de faire vos achats parce que c'est une mine d'informations très précieuse pour en savoir un peu plus avant de choisir les livres qu'on va acheter. Alors, je vais commencer tout de suite avec la présentation du dictionnaire visuel. Bien, vous comprenez que dans une journée de présentation de livres sur l'apprentissage, apprendre par le biais des livres, ça me paraissait comme une évidence de vous présenter cette mine d'informations. Peut-être que vous connaissez le dictionnaire visuel de Québec-Amérique. C'est un dictionnaire qui a fait vraiment sa renommée au fil du temps. J'en ai une version ici qui était le visuel junior que vous avez peut-être déjà vu passer. Alors, c'était vraiment des livres entièrement illustrés de type un peu soit de dictionnaire ou encyclopédique, là, avec énormément d'informations et surtout beaucoup de termes précis pour définir les différents éléments qui sont présentés. Et c'était classé par catégorie d'informations. Alors, je suis en train de ça, quand on fait une belle présentation comme ça, c'est dangereux parce que tout peut tomber après. Alors, on a une version numérique maintenant qui a été produite pour le dictionnaire visuel et cette version numérique-là, elle est accessible pour les écoles, les centres de services et districts scolaires en abonnement. Alors, on s'abonne pour 1 an. Et il y a toute une liste de prix qui existe, là, donc une liste de prix en fonction du nombre d'utilisateurs. Mais sachez que vous allez pouvoir vous abonner soit pour une classe ou pour plusieurs classes. Lorsqu'un centre de service veut s'abonner pour plusieurs classes, bien, il y a une entente spéciale qui peut être signée là, pour avoir, c'est des prix qui vont être régressifs selon le nombre de personnes qui vont s'abonner. C'est également possible de s'abonner pour un individu. Donc, une personne qui souhaiterait s'abonner, là, vous voulez vous abonner pour votre année de façon personnelle, c'est également possible de le faire. Je vais partager mon écran pour vous montrer la plateforme. On va la visiter ensemble. Là, je vous avertis, tomber dans le dictionnaire visuel, en tout cas de mon point de vue, c'est un peu comme tomber dans un énorme rabbit hole. Donc, vous arrivez là-dedans et c'est dur de s'en sortir parce que c'est tellement prenant. On a envie de visiter cette plateforme-là sans s'arrêter. Il y a toujours une nouvelle information à découvrir. Une information nous mène à une autre information. C'est vraiment impressionnant. Alors moi, des fois, je me plais à circuler dans le dictionnaire visuel. Tout à l'heure, en préparation de cette rencontre, je suis retournée me promener dans le dictionnaire visuel. Et bon, ben, vous savez, ici, on est en grève depuis plusieurs semaines. À Montréal, dans les écoles, au Québec, il y a une grève qui dure depuis plusieurs semaines, mais entre autres, à Montréal, cette grève, euh, on est affilié à la FAE, les enseignants de Montréal. Donc, ça fait 3 semaines que ma fille est à la maison et je suis en train de préparer la présentation. Et puis, elle arrive dans mon bureau, puis elle dit: Ah, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu sais, de fil en aiguille, clique là-dessus, maman, clique là-dessus, je veux voir ça. Fais-moi écouter telle partie. Alors, je vous le dis, c'est pas juste pour les adultes, cette impression de trou d'information. Alors, vous voyez ici le visuel. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la page qui apparaît lorsque vous vous connectez, lorsque vous êtes connecté. Et d'emblée, vous pouvez voir qu'il y a 3 modes de recherche pour entrer dans ce document-là. Vous pouvez faire une recherche avec un terme. Par exemple, vous écrivez pomme et vous allez avoir on vous sort les entrées où ce mot est présent. Donc, ça peut être autant le fruit que les outils pour arroser, la pomme d'arrosage, ça peut être la pomme d'Adam, la pomme de douche.
Donc, vous pouvez décider comme ça de cliquer sur la pomme et vous allez tomber sur la page des fruits à pépins où la pomme était présente. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité d'explorer. Donc, explorer vous amène à la page d'accueil que vous voyez ici. Et là, on peut cliquer sur ce qu'on veut. Chacun des éléments est cliquable et on peut décider d'aller cliquer, par exemple, sur le globe oculaire. Ah non, avec ma fille, tantôt, on a cliqué sur l'araignée. Et là, on avait la morphologie de l'araignée. Et quand on clique encore une fois sur l'image, on va avoir les différentes sections différentes parties du corps de l'araignée. Et puis, si vous regardez à droite ici, on vous amène aussi à une information complémentaire. Donc, vous pouvez cliquer sur les exemples d'arachnides et arriver à une autre page où là, vous avez les exemples d'arachnides qui sont présentés. Et vous avez également la recherche par thème. Donc, c'est les trois portes d'entrée, la recherche, l'exploration et la recherche par thème. Et là, dans la recherche par thème, vous avez les différents thèmes qui seront couverts par le visuel. Quels sont ces thèmes? L'astronomie, la Terre, le règne végétal, le règne animal, l'être humain, l'alimentation et la cuisine, la maison, le bricolage et le jardinage, les vêtements, les parures et objets personnels, les arts et architecture, les communications, la bureautique, le transport et la machinerie, pardon, les énergies et les sciences, la société et les sports et les jeux. Et là, si je vous demande, avez-vous une demande spéciale? Est-ce qu'il y a une thématique qui vous intéresse plus que les autres que je pourrais aller visiter pour vous, là? Vous pouvez me l'écrire dans la conversation. Je pourrais vous aller voir cette thématique-là avec vous plus spécifiquement. Est-ce qu'il y en a une? Là, j'essaie de voir si je peux avoir accès à la conversation parce que je ne la vois plus. Est-ce que quelqu'un veut se commettre et demander une thématique en particulier? Sinon, les transports. Merci, Nadine. Alors, on va aller voir les transports. Je vais repartager ici. C'est pas la brouette, hein, les transports. Attendez. Je vais la retrouver. Transport et machinerie. Alors, vous voyez, on arrive dans vraiment les niveaux d'information. Donc, on a les transports et la machinerie. Puis ensuite, on peut aller voir d'ailleurs toutes les images qui sont liées à cette thématique-là, sur lesquelles vous pourriez encore aller cliquer un peu comme dans la page d'introduction. Attendez, je vais y revenir. Ensuite, vous avez les différents sujets qui vont être traités. Le transport routier automobile, le transport routier cycliste, le transport ferroviaire urbain, le transport maritime, le transport aérien, la manutention, la machinerie lourde. Et là, bon, je vais en choisir un, à moins que quelqu'un veuille en choisir un. Les transports, bon, OK. J'avais vu un commentaire. Alors, tiens, je vais choisir la bicyclette. En cliquant sur la bicyclette, eh bien là, vous arrivez à cette information vaste sur la bicyclette avec toutes les petites sections qui sont identifiées. Vous avez aussi à droite, vous voyez ici, je peux la fermer ou l'ouvrir, je peux le fermer ou l'ouvrir, le panneau latéral. Si, par exemple, le panneau latéral est fermé, lorsque je choisis, par exemple, la selle, je vais avoir ici toutes les traductions de la selle qui vont apparaître. Lorsque le panneau latéral est ouvert, ces traductions-là arrivent à la droite. Donc, je vais recliquer sur la selle et vous voyez ici que la selle est un nom féminin. Vous avez les petits F en haut. Vous avez la définition. C'est un petit siège triangulaire fixé au cadre de la bicyclette. Vous l'avez en anglais et vous avez également le mot en espagnol, en allemand et en italien. Et vous avez les versions audio. Vous me direz si vous entendez bien. Celle. Vous avez bien entendu? Parfait. En anglais, Seat. en espagnol, Selim. en allemand Sattel. Selle. et en italien. Alors, comme ça, vous pouvez écouter les mots dans les 5 langues. Vous pouvez également, là, dans vos paramètres, choisir de masquer ou d'afficher certaines langues. Donc, vous pouvez décider que vous allez avoir seulement le panneau latéral en français, mais vous pouvez décocher les autres langues, par exemple. Et là, normalement, notre panneau latéral devrait s'afficher seulement en français. On va voir peut-être si je le ferme. Bon, il faudrait peut-être que je relance l'application, là, mais donc normalement,
je devrais pouvoir les enlever, puis ça s'affichera seulement dans une seule langue. Évidemment, quand on veut le faire, ça ne fonctionne pas, là, mais quand on le fait à tête reposée, sans des gens qui nous regardent, ça fonctionne. Vous allez aussi pouvoir changer l'ordre de présentation des langues. La même chose pour les étiquettes. Alors ça, puis vous pouvez changer, vous pouvez aussi avoir tout le documentaire visuel, tout le visuel en anglais, là. Vous pouvez avoir une interface complète en anglais aussi. L'ouvrage est disponible dans les deux langues et quand vous êtes abonné, vous avez accès aux deux langues. Le fait également que ce soit un abonnement fait en sorte que dès qu'il y a des mises à jour, vous les avez automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas c'est comme avoir accès à une application en ligne, c'est un site web en ligne. Dès qu'il y a une mise à jour qui est faite, tout est mis à jour. Donc, vous avez accès toujours aux nouvelles versions, aux bonifications. Parfois, il va y avoir des liens qui vont se créer entre les différentes sections, puis vous allez tout à coup avoir accès à des nouveaux liens. Si vous regardez aussi en haut ici, vous voyez que l'indentation, elle va être disponible. Donc, on était dans la catégorie des transports, donc transport et machinerie, plus spécifiquement dans le transport routier, on peut y revenir. Puis ensuite, on était dans la section bicyclette. Puis là, on peut aller voir aussi les autres sections qui vont être disponibles. Là, j'ai cliqué sur quelque chose, attendez un peu. Voilà. En cliquant ici sur les petits niveaux, on peut aussi demander à ce que les noms soient masqués. Puis c'est seulement lorsqu'on clique sur les noms que le nom va apparaître. Donc, je vais remettre les noms parce que moi, j'aime bien savoir de quoi on parle. Et on peut continuer comme ça à aller de plus en plus loin dans une information qui va être reliée à celle qu'on avait au départ. Alors, je vous le disais, quand je vous parlais du rabbit hole d'information, je ne sais pas si vous pouvez me le dire dans la conversation, si comme moi, vous avez l'impression que vous pourriez passer énormément de temps là-dedans, mais c'est sûr qu'on peut s'y perdre. Lorsqu'il y a des thématiques qui nous intéressent particulièrement, bien, on va sauter d'une information à l'autre. Par exemple, ici, bien, on peut décider d'aller voir le casque de protection. Dans certains cas, on va savoir qu'il y a un autre, qu'on peut aller plus loin dans notre recherche. Dans ce cas-ci, bien, on est comme au dernier panneau. Alors, on n'a pas ici au bas là, d'image qui va être présentée. Je vais vous montrer un exemple où ça arrive. Explorer. Tout à l'heure, j'étais dans la section des plantes. Alors, je vais retourner ici dans le visuel, les thématiques, le règne végétal, et j'étais dans la section de la croissance d'une plante. Quand on arrive dans la section de la croissance d'une plante, vous allez avoir la coupe de la graine, la coupe du bulbe et la germination. En cliquant sur la germination, vous arrivez aux différentes étapes de la germination. Puis regardez ici, vous avez la feuille avec un plus. Alors, vous savez qu'en cliquant sur Feuille avec plus, vous allez avoir une nouvelle section sur la feuille que vous allez pouvoir aller visiter. Cette section, alors, vous donne toutes vraiment la nomenclature de chacune des parties de la feuille. Et ici, vous avez une section en bas qui s'appelle Voir aussi. Et là, vous pouvez cliquer sur la cellule végétale, la photosynthèse, la structure d'une plante, la structure d'un arbre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la photosynthèse parce qu'aujourd'hui, il pleut, on n'en fera pas. Alors, vous cliquez sur la photosynthèse et là, on vous explique comment fonctionne la photosynthèse avec l'énergie solaire. En cliquant sur l'énergie solaire, vous avez la description. Alors, vous avez comme ça énormément d'informations qui vont s'accumuler. Mais ce n'est pas tout. Parce que si je reviens, revenons par exemple ici à la section sur la croissance de la germination. Si vous prenez, là, je vous laisse un instant pour regarder. Ah, c'est trop facile. Attendez. On va aller ici dans la structure de la feuille. Je vais quand même vous donner. Hop, attendez. Je vais retourner à la feuille. Je vais vous donner un peu de défi quand même. Alors, regardez les parties de la feuille. Vous avez le point d'attache, la gaine, la stipule, le pétiole, la limbe, la nervure secondaire, la pointe, le bord et la nervure principale. Et puis là, regardez ici, on a une petite cible. En cliquant sur la cible, vous allez pouvoir jouer à un jeu, soit de placer les termes que vous avez lus ou de placer les termes que vous avez écoutés. On va commencer avec placer les termes qu'on a lus. Alors, on a masqué chacun des termes. En cliquant sur Commencer, on va avoir le pétiole. Est-ce que quelqu'un, en prenant la parole, pourrait me dire
où je dois placer le mot pétiole. Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai lu chacun des termes, où se plaçait le mot? Alors là, je vous invite à me le dire si vous vous en souvenez. Marie-Josée nous écrit dans la conversation entre-temps, très intéressant, même pour la francisation. Bien, effectivement, c'est intéressant pour accroître le vocabulaire, c'est intéressant pour tester le vocabulaire. Puis, là, je vous ai sorti un exemple un peu compliqué avec la feuille parce qu'on est entre nous, on est francophone, on est capable d'aller à un niveau de complexité un peu plus avancé, mais en francisation, on pourrait avoir, par exemple, toute la page des canidés, puis là, il faut identifier le chien, le loup, le coyote. Alors, c'est des mots de vocabulaire qui sont peut-être un peu plus simples, mais quand on est en train d'apprendre une langue, bien sûr, c'est très intéressant. Pareillement, moi, quand j'apprenais, bon, j'ai eu un très mauvais professeur d'anglais au primaire, là, on peut le dire. Là. Il était dangereux, ce monsieur-là. Il n'aurait jamais dû enseigner, mais il enseignait des affaires dans la classe. Ça n'avait pas de bon sens. Mais imaginez, dans mes cours d'anglais, avoir eu la chance d'identifier comme ça avec des mots euh, pour apprendre, pour accroître mon vocabulaire en anglais, ça aurait été hyper intéressant. La même chose si vous avez des élèves qui apprennent l'espagnol, l'allemand ou l'italien, vous allez pouvoir avoir là, vraiment du plaisir à accroître le vocabulaire. Là, j'ai parlé pendant longtemps pour vous laisser le temps de vous rappeler où se trouvait le pétiole. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire, en prenant la parole, où je dois placer pétiole? Mhm. C'est pas facile, hein? Je vais m'essayer, d'accord? Puisque je vous sens gêné en ce lundi matin, alors je vais m'essayer. Et si je mettais le pétiole ici, pensez-vous que je suis au bon endroit? Ah, je vois Marie-Denise dans l'écran qui hoche la tête. C'était pas la bonne réponse. J'étais pas au bon endroit. Ah, un au-dessus? Bravo! Alors, on a le pétiole ici. La pointe, bon, ben, ça c'est quand même facile. On va avoir le bord. Je vais le faire parce que je m'en rappelle un peu quand même. On avait la gaine. Ah, où était la gaine? Je pense que c'est ici, hein? Est-ce que ça se Non, pourrait? Non? En non, bas? Ah, c'est pas là. non, pas là. J'essaie d'aller rapidement. L'Inde, il me semble que c'était ici. Non, l'autre en Non? dessous. L'autre en En- dessous? Oui, Oui, bravo. Meilleure mémoire que moi. Stipule. je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, hein? La nervure principale, on devrait être au centre. Oui, Ensuite, la nervure secondaire, l'autre j'irai en- ici à côté. Et le point d'attache, on a ça ici. Et regardez, on a fini. Alors, j'ai eu 82 Nous avons eu 82 puisque il y a les premiers, je les ai placés au mauvais endroit. On peut recommencer ou se rendre au sujet suivant. Alors, mais là, en cliquant sur sujet suivant, j'ai pas eu la chance encore de regarder là, les mots. Alors, je peux décider de sortir du jeu. Je peux regarder les mots. C'est les formes de feuilles. Donc, cordé, réniforme, arrondi, spatulé, linéaire, asté, ovoïde, lancéolé et pelleté. Si je ne suis pas sûre de la prononciation, Pelleté. pelleté. Et là, je pourrais décider que cette fois-ci, je vais jouer à écouter. Alors, en commençant, Réniforme. réniforme. Je pense que je vais essayer n'importe quoi, là. C'est pas ça. Je l'ai lu vite, hein? Voilà. Alors, vous voyez, on peut l'écouter. Ovoïde. J'écoutais pas, monsieur. Ovoïde. Ovoïde. Alors, on peut l'écouter Arrondi. comme ça. Oui, oui, oui. On peut décider de changer la langue. On pourrait faire le jeu en anglais Spatulate. et faire le jeu dans une autre langue comme ça, donc pour se familiariser avec les accents. Avec les accents et avec les mots nommés. Alors, vous voyez, comme ça, on peut passer vraiment un temps fou à s'amuser sur le visuel pour découvrir différents sujets. Vous avez des sujets qui paraissent... Attendez, je vais y aller peut-être. Je ne voulais pas cliquer là-dessus. Je vais y aller ici dans les thèmes. Vous avez des sujets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le règne animal. On va avoir effectivement les animaux, les arachnides, les insectes, les poissons, etc. Donc, parfois, il y a des thématiques qui vont peut-être nous paraître plus faciles, plus simples. Par exemple, les mammifères carnivores, on connaît peut-être un peu mieux nos termes en matière de mammifères carnivores. Mais vous allez aussi avoir des thématiques
plus complexe ou plus abstraite, c'est-à-dire qu'on va avoir une thématique sur la société où on va pouvoir avoir un dictionnaire visuel sur l'économie et la finance. Puis là, si vous vous rappelez jamais c'est quoi l'information là, dans un chèque qu'il faut mettre là, quand on remplit vous avez ici la constitution du chèque. Donc, vous avez comme ça plusieurs informations qui vont être disponibles. Et en lien avec le visuel, Québec Amérique a également produit des fiches pédagogiques. Alors, en cliquant, là, je vous l'ai ouvert, là, le lien est directement dans la bibliographie que j'ai partagée avec vous ce matin. Vous avez ici accès à des fiches pédagogiques pour le préscolaire, le premier cycle, les deuxième et troisième cycles et le troisième cycle du primaire. Puis, chacune des fiches, donc, est très détaillée puis vous explique non seulement qu'est-ce que c'est un dictionnaire visuel? Donc, on vous explique quel est l'intérêt pédagogique de travailler avec un dictionnaire visuel. On vous décrit la ressource en question. On vous donne le lien d'accès. Et ensuite, vous avez une planification des intentions pédagogiques et des finalités. Par exemple, on va nous dire que, on est en lien avec le programme de formation de l'École québécoise, mais on va avoir ici des apprentissages disciplinaires qui sont liés au programme, qui sera dans le cas de cette fiche de reconnaître les rimes, de comprendre l'assemblage des mots et d'exercer son raisonnement. Les thématiques exploitées. L'amusement et le plaisir étant des besoins fondamentaux pour les enfants, enseignés par le jeu est une approche pédagogique gagnante afin de favoriser la motivation des élèves. Les jeux qui permettent d'exercer l'écoute servent à développer des habiletés utiles pour l'apprentissage à la lecture et de l'écriture. Donc, la compétence transversale explicitement exploiter, participer aux activités de la classe et les finalités, les traces observables attendues, l'élève sera en mesure de trouver l'image qui ne rime pas avec les autres images présentées dans une série de 5. On vous suggère de travailler sur le tableau interactif, d'aller voir les annexes. On vous explique comment former les équipes, comment organiser de façon spatiale vos déplacements. Donc, c'est vraiment, asseyez-vous devant le tableau interactif ou à une table de travail. Donc, vous avez vraiment de façon très détaillée l'activité à réaliser. Ensuite, le déroulement de l'activité, donc étape par étape. Je ne vous lirai pas tout le document, là, bien sûr. Et ensuite, les planches de jeu, donc trouver l'intrus. Et on a ici 5 animaux qui sont présentés, le lion, le chameau, le poisson, le cochon et le mouton. Alors, avez-vous une idée de qui sera notre intrus? Je vous rappelle que l'intention pédagogique était la rime. Alors, je vais renommer lion, chameau, poisson, cochon, mouton. Chameau, exactement. Alors, mais c'est intéressant parce que je voyais, je pense, Marie-Denise, tu disais le poisson au début. C'est intéressant parce que c'est aussi quand on parlait dans l'activité de développer le jugement critique, mais c'est de voir que la classification, elle peut être faite de 2 façons différentes pour 2 personnes différentes. Si je ne vous donne pas l'intention pédagogique, moi aussi, je nomme le poisson comme intrus. Alors, on va voir aussi avec ce genre d'activité-là comment les jeunes d'instinct classifient l'information aussi. D'autres pourraient dire, par exemple, que on a 2 animaux de la ferme, on a des animaux qui sont plus exotiques, donc il y aurait d'autres façons de comprendre la classification de l'information. Puis à la fin, vous allez avoir là, les réponses qui vont vous être données sous forme de petites fiches ici. Donc Nadine nous demande s'il faut être abonné à la ressource pour accéder aux fiches pédagogiques. Alors non, la ressource, il faut être abonné pour accéder au dictionnaire visuel, mais pour accéder aux fiches pédagogiques, vous pouvez y avoir accès directement sur le site web de Québec Amérique. C'est la section où il est écrit fiches dans ma bibliographie. Vous cliquez sur fiches, c'est gratuit, vous y avez accès. Vous pouvez faire le jeu pour commencer. Et moi, je vous dirais que dans le cas des jeux comme celui-là, quand vous avez un jeu qui est en lien avec une ressource, c'est pas nécessaire de toujours donner la réponse aux élèves. Vous faites le jeu avec eux, puis vous les invitez à aller fouiller dans la ressource pour trouver la réponse eux-mêmes. Donc, valider leur réponse, ça les amène à ce moment-là, découvrir davantage cette ressource-là. Donc, je pense que ça dresse un portrait assez global du dictionnaire visuel.
comme je vous le disais, il y a dans le fond je pourrais vous donner en lien, lorsque je vais envoyer le retour sur la journée, je vous enverrai le lien d'une personne chez Demarque avec qui communiquer pour avoir accès aux différents prix en lien avec le nombre d'abonnements. Parce que, bon, c'est un peu hasardeux pour moi de vous donner toute cette information-là parce que ça dépend vraiment, vraiment de l'ampleur de votre association, votre centre de service, puis du nombre de classes que vous allez toucher avec votre abonnement. Mais je vous donnerai un lien et vous pouvez aussi demander à cette personne si elle peut vous fournir un lien temporaire pour aller vous-même visiter la ressource. Ils sont très ouverts chez Québec Amérique et chez Demarque à vous offrir ça pour vous permettre soit de la visiter ou de la présenter à vos collègues pour qu'éventuellement, ben, ils vous disent ben oui, oui ou non, on veut s'abonner. Moi, je pense que ça va être oui, on veut s'abonner parce que vous allez vous être rendu compte que vous avez passé 2 heures à regarder, à accroître votre vocabulaire puis à jouer au jeu du vocabulaire avec ça. Je vais maintenant donc, à moins que vous ayez des questions, avez-vous des questions sur cette première ressource que je vous ai présentée ce matin? Je vous laisse un instant et je prends une gorgée d'eau. Ceux et celles qui étaient là à la dernière présentation pouce carré, où j'avais à peu près plus de voix, j'étais en train de mourir de la voix. Vous pouvez vous rendre compte que c'est un peu plus facile pour moi aujourd'hui, mais quand même une petite gorgée d'eau de temps en temps, c'est nécessaire pour m'assurer de me rendre jusqu'à la fin de la présentation. Bien, je ne vois pas de questions qui se sont ajoutées dans notre conversation, alors je vais continuer. Ah, Tricia nous dit non, mais très belle ressource. Alors, merci. Oui, je pense effectivement que c'est une ressource vraiment très intéressante. Comme on le disait, autant dans les milieux de francisation que dans les milieux francophones ou les milieux d'immersion pour découvrir le français, mais aussi, je vous le rappelle, les autres langues qui sont présentes dans le document. C'est pas exclu qu'éventuellement, il puisse y avoir des langues qui s'ajoutent parce que comme c'est une ressource qui est toujours en évolution, mais en étant abonné, vous avez accès aux mises à jour qui sont régulières. On va ensuite se plonger dans les différentes collections de documentaires qui sont disponibles aux éditions Québec-Amérique. Et là, je vous invite à entendre mes propositions en ayant toujours en tête le dictionnaire visuel. Parce que vous allez voir, il y a plein de recoupements qu'on peut faire entre les documentaires que je vais vous présenter et les différentes sections qu'on a dans le dictionnaire visuel. Par exemple, vous connaissez peut-être la collection Savoir chez Québec-Amérique, qui est une grande collection de documentaires divisée en sous-collections ou en thématiques. Est-ce que c'est une collection? Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Savoir? Excellent. Vous verrez dans la bibliographie, j'ai mis tous les titres qui sont parus jusqu'à aujourd'hui. Et on a comme je vous disais, plusieurs thématiques dans cette collection-là. Vous avez Savoir sur l'environnement, donc c'est la collection verte. Vous avez le nom en haut ici. Vous avez les savoirs sur les régions du Québec. Alors, je sais qu'on a des participants ici aujourd'hui qui ne sont pas du Québec, mais pour ceux qui sont au Québec, ça pourra être une collection intéressante pour vous. Pour ceux qui sont hors Québec, ben moi, je trouve que c'est vraiment des ouvrages qui peuvent servir de modèle pour faire votre documentaire savoir sur votre ville. Ça, c'est vraiment des modèles. Vous avez la collection Savoir. Je vais revenir plus en détail, inquiétez-vous pas. Sur le corps humain. Là, tout à l'heure, moi, je suis allée dans le visuel. Puis là, je suis allée chercher les coupes du cerveau. Et par exemple, ici, on a dans les premières pages, on nous explique, mais encore, c'est quoi le cerveau? Alors, vous allez retrouver sensiblement la même illustration dans le visuel avec encore là les liens qui sont créés d'une section à l'autre. Donc, vous allez avoir cette image-là avec les différents termes, mais vous allez également avoir une vue frontale, une coupe du cerveau. Vous allez avoir encore plus d'informations. On a également la collection Savoir autour du monde, donc avec des thématiques reliées à des thématiques culturelles, je vous dirais, mais qu'on va retrouver partout dans le monde. Donc, la musique, les religions et les sports. Les gens là, qui me demandent souvent des suggestions de livres pour le nouveau programme CCQ au Québec, la Culture et communication du Québec. Vous avez, entre autres,
là-dedans, beaucoup dans cette tout ce que je vous montre aujourd'hui, là, c'est vraiment programme CCQ, là, vous allez répondre à plein de questions de ce programme-là. Donc, pour les gens qui sont hors Québec, c'est, disons, la refonte qui est présentement en train d'être implantée petit à petit dans les écoles de ce qu'on appelait avant le programme d'éthique et culture religieuse. C'est exact? Est-ce que je me trompe? C'est éthique et culture religieuse, hein, qu'on a comme transformé en culture et citoyenneté du Québec. Univers social. Et univers social. Donc, c'était ces deux programmes qui ont été, merci Marie-Denise, qui ont été jumelés. Et ce programme CCQ, là, Culture et citoyenneté du Québec, est en train d'être implanté. Donc, cette année, il est implanté dans des écoles qui sont comme les pilotes du projet. Mais on commence à recevoir beaucoup de demandes. Ah, tel sujet, tel sujet. Je vous dis, aujourd'hui, on est entièrement là, ou presque avec ce programme-là dans ce que je vous présente aujourd'hui. Et finalement, donc on a dit, je me récapitule, savoir environnement, savoir corps humain, savoir autour du monde, savoir région du Québec et savoir écriture. Ça, je me les garde pour la fin là, de ma présentation. Savoir, c'est des mines d'or pour vous, les enseignants qui veulent faire des situations d'écriture avec les élèves, mais je vous le dis, je les garde pour tout à l'heure. Je vais passer donc dans chacune de ces collections un petit peu plus en détail. Je passerai peut-être plus brièvement sur les régions du Québec parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des participants qui sont de l'Ontario aujourd'hui, on a des gens de la Colombie-Britannique, on a des gens un peu partout au Canada. Alors, c'est peut-être un peu moins attrayant pour vous. Et je vais donc vous montrer, c'est vraiment région par région, un documentaire écrit par Émilie Rivard et illustré par Julie Fontaine-Ferron. Donc, vous avez la région de Québec, les cantons de l'Est, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie. On a ici Eyu-Ichib et James et Nunavik, Montréal, etc., etc., le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Oh, je l'ai deux fois. Je vous l'ai nommé deux fois. Je l'ai pris deux fois dans ma bibliothèque. Alors, vous avez comme ça là, les différentes régions du Québec. Il y a des régions qui ne sont pas encore couvertes, si ma mémoire est bonne, mais les ouvrages sont en train d'être produits. Donc, l'objectif à terme, c'est d'avoir toutes les régions du Québec qui seront couvertes par cette collection-là. Manitoba, oui, j'ai oublié de mentionner qu'on avait des gens du Manitoba aussi qui étaient présents dans la salle. Jocelyne qui est avec nous aujourd'hui. Merci de me le rappeler. Alors, dans chacun de ces ouvrages, je vais prendre la région de Montréal parce que je suis à Montréal. Donc, dans chacun de ces ouvrages, vous avez une présentation sous forme d'introduction. On vous présente le personnage qui va vous accompagner dans votre découverte de la ville. Je me rappelle, justement, je pense à vous, Manitoba, Jocelyne, je me rappelle la dernière fois que je suis allée à Winnipeg. Non, c'est pas vrai, c'est pas quand je suis allée au Manitoba, c'est quand je suis allée en Alberta l'année passée. J'allais rencontrer des élèves d'un district scolaire où c'était le programme d'immersion française. Et je cherche ce souvenir dans ma mémoire en même temps que je parle. Il y a une classe, une année précise au secondaire. Ils revenaient tous de Montréal. Ils venaient de faire un voyage d'immersion à Montréal, puis ils avaient visité la ville. Donc, des ouvrages qui pourraient aussi permettre de préparer ce genre de voyage-là si jamais c'est un voyage dans les groupes d'immersion, les groupes où il y a un voyage, un échange comme ça qui peut avoir lieu. Alors, vous avez une carte de la région. On va vous situer la région sur la carte du Québec, puis ensuite, l'île avec différentes attractions principales qui seront présentées. Vous avez également toutes les informations plus détaillées sur la population, la taille, etc. Et ensuite, on va avoir une section historique. On aura également ensuite, la section historique, elle dure plusieurs pages. On va nous parler de l'économie de la ville, on va nous parler de la culture, etc., etc. Je vous amène à remarquer quelque chose dans cet ouvrage qui sera vrai pour toute la collection Savoir, c'est-à-dire que vous avez une signature assez jeune quand même pour la collection, mais quand vous vous arrêtez à observer la quantité d'informations qui est donnée dans chacun des documentaires, vous vous rendez compte que cet ouvrage peut être utilisé vraiment à plusieurs âges parce que l'attrait est quand même
c'est attrayant, c'est facile d'attrait, mais dépendamment de quelle information vous décidez de communiquer aux jeunes, vous pouvez réutiliser le documentaire pendant plusieurs années en choisissant de communiquer une information différente à chaque fois. Donc, voici pour la collection des régions du Québec. La collection environnement. Alors, dans la collection environnement, on a les sols, on a les forêts, les déchets, l'air et l'eau, notamment. Donc, vous avez la liste complète dans la bibliographie. Si je vais, par exemple, dans les forêts, alors vous voyez ici, toujours le même principe, on a une présentation avec le personnage qui va nous accompagner au cours de l'année, au cours de la lecture. Ensuite, dans un documentaire, souvent la première section, c'est d'avoir une information de base pour qu'on parle tous la même langue, hein? C'est quoi une forêt? Alors, on va nous présenter ici, mais encore, c'est quoi une forêt? Bien, une forêt, c'est un immense territoire couvert en grande partie d'arbres. C'est aussi un endroit où les plantes, les animaux et d'autres êtres vivants, comme des micro-organismes, dépendent les uns des autres pour vivre. Par exemple, plusieurs singes, comme les capucins, vivent dans les arbres et mangent leurs fruits. Après un voyage dans l'estomac et les intestins d'un capucin, les graines des fruits sont dispersées au sol avec ses excréments. Dans ces graines germeront des arbres. Ainsi, les arbres abritent et nourrissent les singes, tandis que les singes permettent à de nouveaux arbres de pousser. Une forêt est ainsi un écosystème, c'est-à-dire que tous les êtres vivants qui s'y trouvent ont besoin les uns des autres pour vivre. Et si je vous présente la page que je viens de vous lire, vous pouvez voir qu'il y a deux mots qui sont en vert, donc micro-organisme puis écosystème. Ça nous indique qu'à la fin, on aura un glossaire avec ces mots-là qui nous sont expliqués. Donc, il pourrait demander un peu plus d'explications pour être compris. Donc, l'information que vous allez obtenir va être, plus on avance dans le documentaire, de plus en plus spécifique. Donc, on nous expliquait c'est quoi une forêt. Ensuite, mais pourquoi les forêts sont importantes? Pour produire l'oxygène qu'on respire, pour capter et emmagasiner le CO2, pour assurer le bon équilibre du climat et pour protéger le sol. Est-ce qu'il y a une autre? Ensuite, on va nous parler des différentes forêts qu'on va trouver dans le monde. Les épineuses du Nord, les forêts qui changent de couleur. Alors, vous voyez, de fil en aiguille, comme ça, l'information va se ramifier. Il y a aussi toute une thématique écologique qui va être disponible dans cette collection-là. Donc, par exemple, on va nous parler de ce qui peut détruire les forêts. On va nous amener aussi des notions écologiques sur comment les préserver. Donc, on a vraiment là, une panoplie d'informations en lien avec chacun des sujets. Puis vous pouvez remarquer, hein, il y a toujours quelque chose qui pollue dans les illustrations de couverture, ce qui nous amène à penser qu'on va nous parler des dangers qui guettent chacun des écosystèmes qui vont être traités. Pour toute la collection Savoir, vous avez des fiches pédagogiques qui sont disponibles. Donc, encore une fois, je vous réfère à la bibliographie. Il y a une fiche pédagogique pour les savoirs région du Québec, une fiche pédagogique pour les savoirs environnement, une pour le corps humain, l'écriture et autour du monde. Ce qui veut dire que vous avez une seule fiche globale qui vous permet d'aborder toute la série ainsi que chacun des volumes. Mais c'est toujours la même fiche. Alors, vous pouvez adapter les activités qui sont présentées en fonction des livres que vous avez sous la main. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça aussi parce que des fois, ça peut même vous donner des informations sur d'autres livres que vous n'avez pas nécessairement encore. Ensuite, le corps humain. Ah, ben attendez, je voulais vous montrer quelque chose. Juste vous amener ici en partageant l'écran pour revenir au dictionnaire visuel. Ben, on pourrait tout simplement taper ici forêt. Oui, il me semble que j'ai. Ah, voilà. Alors, en tapant forêt ici, vous allez pouvoir avoir des informations complémentaires. Tout à l'heure, je vous parlais des différentes forêts qu'on trouve dans le monde. Par exemple, on s'en va dans la forêt boréale. On va avoir ici, je vais essayer de grossir l'image un peu. Vous allez Oups, on a trop grossi l'image. Ah, voilà. Donc, en approchant comme ça, vous pouvez voir la répartition des forêts selon la sorte de forêt qu'on va trouver. Donc, de cette façon-là, vous pouvez aller compléter l'information que vous aviez dans le documentaire. Puis en revenant à la recherche,
pouvez décider d'aller voir aussi la composition de la forêt. Alors ici, on voit qu'on a le sommet, l'arête, les neiges éternelles, etc., et qu'on peut aller de plus en plus précisément dans la découverte de ce territoire-là. Le corps humain, mais c'est la même chose, comme je vous le montrais avec le corps humain, on va pouvoir aussi aller faire des parallèles avec le visuel. On a un ouvrage sur les gènes, un sur la digestion et un sur le cerveau. Vous avez encore une fois la liste complète. C'est sûr que j'ai sous la main, vous avez la liste complète dans la bibliographie. Et quand on va, par exemple, aller visiter celui sur les gènes, bien, vous allez voir que la structure, elle est la même que celle que je vous ai présentée pour l'écologie. Donc, présentation avec le personnage qui nous introduit la thématique, la table des matières. Et ensuite, la première question, c'est toujours, mais encore, c'est quoi les gènes? Et là, on va commencer à avoir une information de plus en plus détaillée pour découvrir ce que les gènes ont comme incidence sur notre vie. Je vais continuer, je vais un peu plus vite. Là, vous voyez, c'est toujours la même structure. Donc, je vous invite à aller les explorer. Dans les thématiques, la thématique autour du monde, alors là, la forme peut changer un peu, c'est-à-dire que vous avez, comme je vous le montrais, les sports et les religions et la musique. Par exemple, les religions qui peuvent être très intéressantes justement dans le programme dont on parlait tout à l'heure, Culture et citoyenneté québécoise, mais dans tous les programmes où on doit découvrir les grandes religions du monde. Votre page de présentation. Regardez ici votre table des matières. Alors là, la table des matières, elle est vraiment détaillée. Vous allez avoir chacune des religions placées sur la carte du monde et la page qui y correspond. Les religions, donc l'ouvrage est divisé comme suit. La naissance des religions, les religions anciennes, les religions ancestrales, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam et les religions récentes. Et vous avez également au bas une ligne du temps pour placer chacune des époques. Et vous voyez ici la carte avec, par exemple, si on regarde la première, la naissance des religions, on nous parle de la grotte de Lascaux et là, on va aller placer la grotte de Lascaux sur la carte. Je vais vous le montrer ici. Donc, on voit le petit 1 qui est là. Donc, c'était le numéro 1. Donc, chacun des lieux a été placé sur la carte. Vous en avez 40. C'est quoi une religion? On va nous parler aussi des mythes et mythologies et ensuite de la naissance des religions, puis ainsi de suite de chacune des religions en, je vous dirais, une double page par thématique. Donc ici, le bouddhisme, vous allez avoir une présentation globale, un peu d'histoire, le bouddhisme à travers le monde, quelques informations complémentaires. On est à ce moment-ci, bien sûr, dans une introduction à chacune des grandes religions, mais ça nous permet de dresser vraiment un portrait global très intéressant. Et la dernière, celle que je vous disais que je gardais comme pour la fin là, de ma présentation de la collection Savoir, c'est les savoirs sur l'écriture. Vous avez ici deux ouvrages, un de Christiane Duchesne, illustré par Sabrina Gendron, qui s'appelle « La forêt des possibles, explore ta créativité en jouant avec les mots ». Et le deuxième, qui est paru plus récemment, est de Anne-Bernard Lenoir, également illustré par Sabrina Gendron. Ça s'appelle « Écrire une histoire, c'est construire un château », une méthode éprouvée pour t'aider à écrire avec plaisir et inspiration. Et là, je vous dirais, vous connaissez probablement les noms de Christiane Duchesne et de Anne-Bernard Lenoir, qui sont deux autrices qui ont énormément écrit pour la jeunesse notamment. Et c'est comme si on entrait dans leur processus de création à chacune. Et d'une certaine façon, vous avez une approche qui est plus axée sur l'expérimentation, une approche peut-être plus intuitive, plus axée sur la création, laisser libre cours à la création. C'est l'approche de Christiane Duchesne. Et vous avez l'approche d'Anne-Bernard Lenoir, qui est une approche vraiment plus rationnelle, plus axée sur le plan. Donc, vraiment travailler son plan pour pouvoir écrire. Donc, dans écrire une histoire, c'est construire un château, on va avoir toujours la métaphore ou la comparaison avec l'architecture qui va nous permettre de comprendre le processus créatif.
Il n'y a vraiment pas une méthode qui est meilleure que l'autre ou qui est plus valable que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de votre intention pédagogique selon l'activité que vous allez vouloir faire avec les élèves. Il y a des fois des activités où on veut délier un peu hein, la capacité d'écriture des élèves. Donc, comment on fait quand on ne sait pas par où commencer pour juste trouver de l'inspiration? C'est cette espèce d'initiation que va nous présenter Christiane Duchesne dans La forêt des possibles. Alors, dans La forêt des possibles, vous allez être accompagné par Merlin, qui est ici un faucon qui va vous accompagner tout au long de votre découverte. Il nous dit, soyez les bienvenus chez moi. Vous venez de pénétrer au cœur de la plus belle forêt du monde, la forêt des possibles. Ici, l'imaginaire est au pouvoir. Et que personne ne vienne me dire, moi, je n'ai pas d'imagination. C'est un énorme mensonge, parole de Merlin. Chacun de vous possède au moins une histoire tapie au fond de son cœur ou de sa tête. Chacun détient d'infinies réserves d'imaginaire. Il suffit de chercher un peu. Je suis là pour chercher avec vous, moi, votre dévoué Faucon Merlin, gardien de la forêt, à vos plumes. Comme Merlin l'Enchanteur, je vis dans une forêt. Si j'ai été nommée ainsi, c'est que ma mère avait lu 14 fois les aventures du roi Arthur le jour de ses 12 ans. Je suis un grand lecteur aussi et je souhaite que si vous ne l'êtes pas déjà, vous le deveniez vite. Laissez-vous tenter, les livres sont de merveilleux réservoirs de connaissances. Alors ça, c'était le petit encadré qu'on a ici au bas de la page que je vous ai lu en deuxième lieu. Donc, avant de commencer, on vous invite à savoir que les idées ne tombent pas du ciel, qu'on les trouve absolument partout, qu'il suffit d'ouvrir l'œil et son cerveau et que l'imagination fait le reste puisque tout le monde a le pouvoir d'imaginer. De quoi vous allez avoir besoin? Un sablier ou un chronomètre, des crayons, du papier et une gomme à effacer ou un ordinateur ou une tablette, et des amis et des amis. On vous invite à créer votre avatar, un peu comme l'autrice a créé Merlin, en donnant un nom et un prénom, un âge, un sexe, les mensurations. Vous pouvez le décrire si vous souhaitez, décrire votre personnage. Et on doit avoir un personnage incognito, donc inventé de toutes pièces. Ensuite, vous avez vraiment des exercices d'écriture, donc des premiers jeux pour délier l'imaginaire, pour revenir ou arriver à l'écriture. Un petit secret, donc de la matière première pour plus tard, surprise. Un petit secret, mine de rien, et à votre insu, je vous amène vers quelque chose de grand. Suivez-moi sans aucune inquiétude, ayez confiance en moi, mais d'abord en vous. Je vous le dis au creux de l'oreille, ne vous gênez surtout pas, faites des listes autant que vous en voulez. Il est très important de toutes les garder, ces listes, car elles serviront plus tard, mais je ne vous dis pas pourquoi. Première activité, faire des listes. Et là, on vous dit choisir une thématique, faire la plus longue liste de mots en 120 secondes. Après, chaque joueur lit sa liste à voix haute et on élimine les mots qui sont trouvés par plus d'un joueur et celui à qui il reste le plus de mots remporte la victoire. Et là, vous avez une série de thématiques sur lesquelles vous pouvez faire une liste qui vous sont proposées. Des desserts, des jeux, des titres de livres, des villes, des insectes, des instruments de musique, etc. Vous avez ensuite d'autres activités, des phrases à compléter. Donc, la nuit, je rêve à. J'ai toujours peur de. Je n'ai pas de frère, mais. Ensuite, on vous donne des conseils pour réaliser cette activité-là. Prochaine page. On commence à construire une histoire. Pour celui-là, on va jouer à plusieurs. Chacun écrit une histoire à partir d'un binôme. Donc, un binôme se compose de deux mots qui n'ont aucun rapport entre eux dans ce cas-ci. Par exemple, on vous donne deux mots, ça serait escalier et léopard. Vous partez là-dessus pour construire une histoire. Alors, vous voyez comme ça, de fil en aiguille, les activités vont être de plus en plus complexes pour amener les jeunes à une écriture imaginative, délier l'imagination. Alors, je ne sais pas là, ce que vous en pensez, là, mais moi, je vois là-dedans 1 an de jeux littéraires avec les élèves. Vous faites ça en deuxième année avec les élèves, là, puis vous le refaites en troisième, puis vous le refaites en quatrième, puis les histoires, l'imaginaire, l'imagination, bien, pas vous, là, mais l'autre enseignant, là, d'une année à l'autre, on peut refaire ces mêmes jeux-là, peu importe l'âge des élèves, peut-être avec quelques adaptations, peu importe leur niveau de lecture aussi ou d'écriture, parce qu'ils vont aller faire l'activité à la hauteur de leurs moyens. Mais vous allez voir que d'année en année, ça s'enrichit. Les réponses des élèves à ceci s'enrichissent. C'est intéressant aussi d'avoir une activité à proposer aux élèves où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La réponse, c'est celle qui vient de leur imaginaire. On ne peut pas échouer
à essayer d'inventer une liste de noms d'animaux, là. Donc, comme ça, ben, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et comme je vous le disais, Anne-Bernard Lenoir a une méthode vraiment plus rationnelle et cartésienne. Ça, pour moi, c'est vraiment le guide qui va amener l'élève à sa composition pour un examen. Vous savez, un examen d'écriture, que ce soit l'examen du ministère ou l'examen pour passer une certaine étape, là, on a vraiment comment construire son histoire pour qu'au moment où on s'assoit devant la page, on sait exactement où on s'en va. C'est la méthode qui est utilisée par Anne-Bernard Lenoir. On vous présente le personnage, l'introduction, c'est toujours la même chose. Et elle nous dit, une histoire, c'est comme un château. Un château est une belle demeure. On entre par la porte d'entrée, on y circule par des couloirs, des escaliers, des souterrains. On y respire et on y voit la lumière grâce à des fenêtres, des terrasses et des meurtrières. On y découvre des salles majestueuses, des petites chambres, des trappes, des impasses, des pièces secrètes et des trésors. On croise des héros, des inconnus sympathiques ou effrayants, ou notre propre reflet dans un miroir. Le visiteur ne s'y perd jamais s'il est accompagné d'un bon guide. Lire une histoire, c'est visiter un château aux mille et une surprises. Et là, on va nous comparer l'auteur à l'architecte et nous inviter donc à entrer dans l'écriture par ce biais-là. On va nous proposer encore une fois des étapes. Bien, pas encore une fois, mais dans ce cas-ci, on va nous proposer des étapes pour construire notre histoire. Donc, premièrement, on va fouiller dans le coffret au trésor. Ça, le coffre au trésor, ça, c'est les étapes pour trouver les idées. Pour trouver l'inspiration, tu peux penser à tes passions, tes peurs, aux histoires qu'on t'a racontées. Tu peux aussi te référer à la forêt des possibles. Ensuite, on va vérifier le potentiel de notre idée. Donc, le potentiel, ça veut dire que notre idée, on doit pouvoir répondre aux questions qui, quoi, où, quand, avoir un début et une fin, etc., etc. Ensuite, on va se documenter. Prochaine étape, on va construire notre plan. Et ainsi de suite, arriver jusqu'à l'étape de la création et de la mise au propre. Donc, on a vraiment deux approches qui sont vraiment complémentaires pour arriver à l'écriture avec les élèves. Puis je vous dirais, là, même si vous avez envie pendant le temps des fêtes d'avoir votre projet d'écriture, là, c'est vraiment des bons guides pour démarrer, pour commencer le travail. Alors voici pour la collection Savoir. J'espère que ça vous a fait découvrir ou redécouvrir la collection et ses différentes ramifications. Vous allez avoir également chez Québec Amérique des documentaires qui vont s'adresser aux plus jeunes, notamment avec la collection Moussaillon. Donc, j'ai ici Explorons l'océan, Découvrons la météo et Explorons l'espace. Moussaillon, c'est notre petit robot qui va nous accompagner dans nos découvertes et qui est disponible et qui est présenté ici. Ce qui est merveilleux de ce petit personnage, donc c'est un peu le même principe d'avoir un personnage qui nous accompagne comme dans les savoirs, mais c'est un personnage qui peut changer de forme en fonction du lieu qu'on va aller visiter. Alors, il nous dit « Bienvenue Moussaillon, je suis un robot explorateur. Je peux me transformer comme je veux pour voyager avec toi partout. Ensemble, partons à la découverte de 1000 merveilles. Aujourd'hui, que dirais-tu d'explorer l'océan? Nageons, surfons, naviguons et plongeons jusqu'au fond. Tous les moyens sont bons pour découvrir ces trésors cachés. Prêt pour le voyage? C'est parti. » Et dans tous les livres, vous avez une deuxième créature qui apparaît ici qui va changer d'un livre à l'autre. Ici, c'est une pieuvre qui nous dit « Moi aussi, je veux faire ce voyage car j'adore l'océan. J'adore surtout m'y cacher. Sauras-tu me trouver? » Et cette pieuvre, elle est à chacune des pages. Donc, on est avec les plus jeunes ici, je vous dirais préscolaire, premier cycle. Donc, cette pieuvre, comme elle sera dans chacune des pages, bien, les jeunes vont avoir plaisir à la chercher. On a une table des matières. Voici l'information que vous aurez dans Explorons l'océan. C'est quoi l'océan? Une plongée sous l'eau, de magnifiques sculptures. L'océan bouge sans arrêt. Donc, des thématiques comme ça, encore une fois, qui vont se complexifier au fil de l'ouvrage. Cependant, si on compare le volume d'informations disponibles dans chacun des livres, bien, vous voyez qu'ici, on est dans une information beaucoup, je dirais, beaucoup plus vulgarisé, en fait. Là. Il y a moins de texte à chacune des pages, beaucoup plus accessible. Voilà le mot que je cherchais. Donc, une information qui va être plus accessible pour les jeunes lecteurs.
Je vais vous montrer, par exemple, l'introduction. C'est quoi l'océan? Pour comprendre, allons dans l'espace, regarde la Terre de là-haut. Notre planète est presque toute bleue. Ce bleu, c'est l'eau de l'océan. Si on nous montre un océan, ici, on nous montre une mer. Planète bleue. La Terre est appelée planète bleue parce qu'elle est recouverte d'eau. L'océan et la mer, c'est pareil? Pas tout à fait. L'océan est gigantesque, tandis que la mer est un peu plus petite. La mer, c'est un morceau d'océan entouré de terre. Attention, eau très salée. Si tu goûtes à l'eau de l'océan, tu feras une grimace car son eau est très salée. C'est comme échapper tout le sel de la salière dans ta soupe. Et on va continuer comme ça en double page avec une plongée sous l'eau, les paysages spectaculaires. Est-ce qu'une île flotte? Là, on va nous parler de l'île. Après ça, vous pouvez aller dans le visuel, chercher île. Puis là, vous allez avoir la coupe d'une île, la disposition, etc. Les sculptures, ben, c'est les rochers qu'on va trouver sur le bord de l'océan et ainsi de suite. Donc, toutes les thématiques en lien avec l'océan. Vous allez avoir les abysses qu'on va aller visiter comme ça ici. Vous allez avoir les océans du Nord aussi. Vous allez avoir, ici, je peux vous montrer les pages nordiques. Vous allez avoir également les moyens de transport qu'on va trouver sur l'océan. Donc, une panoplie d'informations autour de cette thématique-là. Mais je vous dirais que l'information globale à retenir, c'est que la collection Moussaillon, c'est vraiment une collection qui va être un peu comme une collection d'introduction à la collection Savoir, mais avec des thématiques qui sont accessibles aux jeunes du préscolaire et du premier cycle, donc plus facile d'accès. Vous voyez qu'elle est moins longue, cette collection-là. Alors, si vous avez des questions, je peux bien sûr y répondre. Ça me fera plaisir. Je vais en profiter, voir si vous avez des questions pour prendre une gorgée d'eau, encore une fois. Bien, je vais alors poursuivre avec, il me reste 3 collections que je voulais vous présenter. Donc, avec des thématiques un peu variées. J'irai peut-être avec une collection qui pourrait encore une fois répondre à plusieurs des recherches que vous avez si vous cherchez des ouvrages en lien avec le programme de culture et citoyenneté du Québec. Ce sont des ouvrages avec des informations extrêmement importantes et détaillées si vous travaillez le développement de la pensée critique chez les jeunes, le développement aussi de je vous dirais la compréhension du monde. C'est la collection de la docteure Gillian Roberts qui s'appelle « Et si on parlait ». Alors, vous avez ici « Et si on parlait de notre corps ». Je vais vous l'approcher. J'ai « Et si on parlait d'Internet ». Et si on parlait des tragédies. On a « Et si on parlait des préjugés ». Puis « Et si on parlait de la pauvreté ». Alors, ce sont des sujets vraiment importants, mais qui sont souvent difficiles à aborder avec les jeunes. Si on pense aux tragédies, par exemple. C'est arrivé, nous, dans notre quartier l'année passée, je pense que c'était à la fin de l'année dernière, il y a une tragédie, je dirais, domestique là, qui est arrivée dans notre quartier. Et bon, quand c'est sorti dans les journaux, dans les informations, on est un groupe de parents avec plusieurs amis là, qui se tenaient ensemble. Puis là, ben, les parents, on s'écrivait, pensez-vous que cette information-là a été transmise à l'école? Qu'est-ce qui va arriver là? Quand les enfants vont revenir ce soir, qu'est-ce qu'on fait avec ça, ce qui vient d'arriver dans notre quartier? Puis là, ben, on se donnait des trucs. Puis moi, j'ai sorti, et si on parlait des tragédies? Parce que là, des fois, on n'a pas les mots, on n'a pas l'explication, il faut essayer. Les enfants vont arriver avec des questions. Ça peut être, si les enfants regardent les informations à la télévision en ce moment, on parle beaucoup, par exemple, de la guerre en Palestine, puis bon, vous savez, tout le mouvement social actuel, les conflits internationaux. Alors, les enfants arrivent, puis ils ont des questions. Puis nous, ben, on n'a pas tout le temps toutes les informations à portée de la main. Alors, le docteur Gillian Roberts a publié des livres exactement pour nous, les parents, qui se trouvent, ou les professionnels, qui se trouvent dans des situations comme ça où on ne sait pas exactement quoi répondre aux élèves. On a à la fin un mot du docteur Roberts qui nous dit « Étant pédopsychologue, j'ai passé d'innombrables heures à aider des enfants et des familles, dans ce cas-ci, c'est victimes de tragédie. Même pour une thérapeute aguerrie, choisir les bons mots pour parler à des tout-petits en détresse émotionnelle est une tâche fort complexe. » Il y a une citation de Fred Rogers qui personnifiait M. Rogers à la télévision que je trouve particulièrement utile et inspirante dans ces situations.
Quand j'étais petit et je voyais des choses effrayantes aux nouvelles, ma mère me disait « Cherche ceux qui aident, on trouve toujours quelqu'un qui aide. » À ce jour, et surtout en temps de catastrophe, je me rappelle de ces mots de ma mère et je suis toujours réconfortée de constater qu'autant de gens continuent d'aider, qu'il y a autant de gens bienveillants dans notre monde. Alors là, c'est la fin de la citation de M. Rogers. Quand on se concentre sur ceux qui aident, on peut voir qu'il y a de l'espoir même dans les pires moments. Ces personnes jettent une lumière qui nous permet de trouver notre chemin et de voir la beauté de l'expérience humaine dans son ensemble. J'espère que ce livre inspirera chacun de ses lecteurs à aider autrui, de quelque façon que ce soit, en temps de tragédie ou de catastrophe. En étant solidaires et en faisant preuve de force, de courage, de bonté et de compassion, nous pouvons grandement améliorer le monde qui nous entoure. Et donc, ça vous donne un peu le ton de l'approche qu'on va avoir dans tous ces ouvrages-là. Je tiens à dire une chose, là, dans le texte que je viens de vous lire, elle a parlé de tout petit, mais c'est vraiment des ouvrages qui vont être pertinents tout au long du parcours primaire, là, jusqu'en 6e année, parce que la quantité d'informations qui est déployée, puis tout ce que vous pouvez faire d'un point de vue pédagogique avec ces livres-là, c'est pas juste le préscolaire, les tout petits, là, c'est vraiment jusqu'aux préadolescents et aux adolescents. Quand tu observes le monde qui nous entoure, en regardant ou en écoutant les nouvelles, par exemple, il se peut que tu vois ou entendes des choses qui te font peur et que tu ne comprends pas. Beaucoup de belles choses se produisent dans notre monde, mais des choses moins plaisantes arrivent aussi. Il est donc normal que tu te poses des questions lorsque tu ne comprends pas pourquoi un événement triste a lieu quelque part dans le monde. Et là, on va avoir un ouvrage qui est construit sous la forme de questions ou d'observations d'enfants avec les réponses qu'on peut apporter. Aujourd'hui, j'ai vu aux nouvelles que quelque chose de grave est arrivé dans la ville. Plusieurs personnes ont été blessées et d'autres sont mortes. Cela m'a inquiétée et attristée. Réponse. Je comprends comment tu te sens. Je me sens de la même façon quand je vois ou j'entends ce genre de choses aux nouvelles. Le monde peut être un endroit compliqué et déroutant. Il est difficile d'accepter que des choses négatives se produisent autour de nous. Puis vous voyez, on va avoir un mélange d'illustration et de photographie. Comment s'appellent ces événements graves? Quand un événement grave se produit, on dit souvent que c'est une tragédie ou une catastrophe. Et là, encadrer complémente information. Les mots tragédie et catastrophe ont un sens semblable. Les deux décrivent une situation négative. On utilise surtout le mot catastrophe pour parler d'un événement majeur, comme un séisme, un tsunami ou une inondation, et le mot tragédie s'applique généralement aux personnes qui vivent cet événement. Par exemple, l'ouragan Katrina est l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire des États-Unis. Plus de 1200 personnes ont perdu la vie lors de cette tragédie. Alors, vous voyez la nuance au niveau du vocabulaire. Nouvelle question. Qu'est-ce qui cause les tragédies et les catastrophes? Parfois d'origine naturelle, parfois d'origine humaine. Quelles tragédies sont causées par la nature? Quelles tragédies sont causées par des gens? Deux pages d'information, il y en a plusieurs. Ensuite, d'autres questions. Pourquoi y a-t-il des tragédies? Etc., etc. Vous allez avoir comme ça une panoplie de réponses à des questions qui pourraient vous être posées. Vous allez avoir également des thématiques qui sont peut-être, qui vous paraissent peut-être un peu moins dramatiques. Et si on parlait d'Internet, ben, pourquoi parler d'Internet comme on parlerait des tragédies? Bien, en fait, Internet, là, je vous pose la question, mais je pense que vous le savez, là, on va parler, entre autres, de la supervision des parents, l'importance de la supervision des parents quand les gens vont sur Internet, du fait qu'il peut y avoir des choses malveillantes, que les gens peuvent mettre des choses qui sont méchantes ou inappropriées sur Internet. Comment on met nos limites? Quand on compare, et si on parlait de notre corps, où on parle de mettre ses limites par rapport à notre espace corporel, quand on a lu celui-ci et qu'on arrive à si on parlait d'Internet, bien là, on pose la question, je suis capable de mettre des limites par rapport à mon corps, mais comment je peux mettre des limites dans quelque chose de virtuel? Alors, vous voyez, il va y avoir toutes sortes de sujets. Ce sont des ouvrages qui sont des mines de sujets de discussion ou de réflexion à avoir avec les élèves. Vous me connaissez, vous m'avez déjà entendu parler de ma théorie des livres de pharmacie, là, mais dans une pharmacie, il y a, à mon avis, deux types de médicaments, souvent. Hein. On a des médicaments pour guérir et on a des médicaments pour prévenir. Et moi, je trouve que des ouvrages comme ça, ce sont des livres de pharmacie. C'est-à-dire que c'est des livres qu'on peut utiliser pour guérir s'il y a eu une tragédie, on ne sait pas comment répondre, on ne sait pas comment expliquer aux enfants ce qui s'est passé. On va puiser là-dedans des outils pour nous aider à répondre aux élèves. Mais c'est aussi des livres qu'on peut utiliser pour prévenir.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un enjeu autour des limites corporelles d'un enfant pour parler des limites, puis dire c'est important de mettre ses limites. C'est des outils qui vont nous permettre d'aborder des sujets avec les jeunes quand il n'y a pas de drame. Puis après, ben, si jamais arrive quelque chose, on aura déjà un vocabulaire puis des mots pour aborder ces sujets-là avec les élèves. Donc, je vous invite à les voir dans ce sens-là, c'est-à-dire vraiment des outils pour répondre à des questions, mais aussi pour aller au-devant des questions que les élèves pourraient vous poser. Donc, voici pour Et si on parlait? Ben, les autres que je ne vous ai pas présentés, là, je vous ai montré les titres tout à l'heure, mais c'est des thématiques tout aussi percutantes. Donc, et si on parlait de la pauvreté? En ce moment, on est dans une période de panier de Noël, hein. Donc là, on est comme tout à coup sensibilisé au fait qu'il y a des gens qui ont peut-être besoin d'aide pour le temps des fêtes, mais la pauvreté, elle ne s'arrête pas le 1er janvier, là. Une fois que le panier de Noël a été distribué, il reste qu'il y a des gens qui ont des situations qui ne sont pas des situations faciles à vivre au niveau de la pauvreté. Bien, on va avoir beaucoup de questions qui vont être abordées dans ce sujet-là. Par exemple, ici, on a est-ce que les itinérants sont les seules personnes à vivre dans la pauvreté? C'est une excellente question. J'ai eu cette conversation-là avec ma fille la semaine dernière parce que je suis allée préparer les paniers de Noël qui vont être offerts aux familles de l'école. Puis, j'essayais de lui expliquer. Elle ne comprenait pas qu'on allait donner des paniers de Noël à des personnes qui avaient une maison. Pour elle, elle dit oui, mais les gens dans la rue qui sont à terre, sur le trottoir, c'est à eux qu'on devrait donner. Puis là, j'expliquais que ben, il y a différentes initiatives qui sont portées par différentes personnes pour aider des gens qui ont des besoins qui sont différents les uns des autres. Puis je dis, il y a des familles à qui on va donner des paniers. Les parents travaillent, ils ont un emploi, ils ont une maison, mais ils ont du mal à offrir un bon repas à tous les jours aux enfants. Donc, ben, c'est ça aussi la pauvreté. Alors, vraiment, thématique qui pourrait être encore plus actuelle en ce moment. Puis, et si on parlait des préjugés, ça peut être en lien aussi, hein, une fois qu'on a abordé la question de la pauvreté, bien, est-ce qu'on a des préjugés envers les personnes qui ne sont pas du même euh, niveau de vie que nous? Donc là, bien, les préjugés, bien, ça peut être par rapport justement aux classes sociales, mais ça peut être par rapport à l'origine de quelqu'un, ça peut être par rapport à son orientation sexuelle. Donc, on va avoir toutes sortes de questions encore qui vont être posées. Puis des questions pas nécessairement faciles. Pourquoi parfois les adultes disent-ils des choses méchantes? Parce qu'un préjugé qui a été transmis à un enfant a été transmis par quelqu'un, parfois par un adulte. Alors, il faut se questionner, nous aussi, par rapport à ce qu'on dit aux enfants. Donc, vraiment, encore une fois, une très belle collection. Ah, on a une question. Est-ce que la collection de l'IA est aussi abordée dans Et si on... Ah, la question de l'intelligence artificielle dans Et si on parlait d'Internet? Attendez, je vais retourner voir la table des matières. Je ne me rappelle pas en détail. C'est une bonne question. Qu'est-ce que je peux faire sur Internet de positif? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Internet pour faire des bonnes choses? Je pense que la question, ce n'est pas en tout cas une question majeure qui est abordée. On va parler vraiment plus de la sécurité sur Internet par rapport aux individus, mais puis à la cyberintimidation. C'est plus ces thématiques-là qui vont être abordées dans Et si on parlait d'Internet. Mais je pense que vous avez un super sujet à aborder en complément aussi, dire, bon, ben, il y a cette réalité-là, puis ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Je ne peux pas vous dire que c'est la thématique principale de Et si on parlait d'Internet, cependant. J'espère que je réponds à votre question. Il me reste donc deux collections que je voulais vous présenter. Et là, on sort un peu de ces thématiques plus sociales, je vous dirais, et on va arriver dans une collection, la collection qui s'appelle Les animaux illustrés. C'est une collection, celle-ci qui est en traduction canadienne. Donc, vous avez ce sont tous des créateurs autochtones qui ont créé ces ouvrages qui vous permettent de découvrir les animaux majoritairement présents dans le nord du Canada et dans le nord du Québec. Vous allez avoir la baleine boréale, le bœuf musqué. Vous allez avoir ici le loup arctique,
le caribou et le narval. Regardez, je vous cache la couverture. Si mon souvenir est bon, je vais juste vérifier une information. C'est une traduction d'une série de livres qui était parue chez Inhabit Media. Inhabit Media, c'est une maison d'édition du Nunavut. Alors, c'est quand même assez rare qu'on ait la chance d'avoir des livres du Nunavut en français, accessibles en français. Et chacun des livres, comme je vous le disais, a été écrit et illustré par une personne autochtone et ce ne sont pas tous les mêmes créateurs pour chacun des livres. Donc, par exemple, le narval, c'est Solomon Awa, illustré par Hoi Lim. La baleine boréale, c'est Johanasi Karpik, illustré par Sho Uehara. Donc, comme ça, vous avez plusieurs créateurs. Ce qui fait en sorte que parfois, vous allez avoir les mêmes espèces animales ou végétales, mais qui ont été illustrées par plus qu'une personne. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez, par exemple, dans le caribou, j'avais remarqué, je pense que c'est le bœuf musqué. Dans le caribou et le bœuf musqué, on va nous parler d'une espèce végétale qui, si mon souvenir est bon, c'est le saule. Ah, attendez, je veux vous dire le bon nom. Le saule arctique. Et vous allez voir ce saule arctique illustré par deux illustrateurs différents. Donc, vous avez ici illustré par Amiel Sandland le saule arctique, et vous allez avoir ici de Kagan McLeod la version du saule arctique, donc qui est un peu différente, qui va avoir un fini un peu différent. Donc, l'idée, c'est d'avoir fait appel à des créateurs variés. Dans chacun des tomes, vous allez découvrir donc un animal différent, souvent sous à peu près la même structure. Donc, on a des thématiques principales qui sont abordées qui vont changer parfois d'un livre à l'autre parce que on ne peut pas nécessairement parler, je ne sais pas, des prédateurs de la même façon pour un bœuf musqué que pour une baleine, là. Donc, on va avoir adapté un peu, mais plusieurs des thématiques reviennent d'un livre à l'autre. Les pages de garde sont toujours constituées d'un repiquage d'illustrations qu'on retrouve dans le livre, ce qui vous permet assurément avec les plus jeunes de faire le chercher-trouve, donc aller chercher où est le houlou. Poser des questions aussi avant de même commencer la lecture. À quoi ça sert, tu penses ça? Qu'est-ce que c'est? Cet outil-là, ici, cet objet-là, à quoi ça sert? Donc, d'aller poser des questions, puis éventuellement, dans l'ouvrage, les réponses seront données. Vous avez un houlou qui est un couteau traditionnel, puis vous avez ici les lunettes, lunettes pour se protéger du soleil qui sont faites en os ou en ivoire. Donc, le caribou, alors vous avez la table des matières, on commence toujours de la même façon. Les thématiques qui vont être traitées dans celui-ci. Le caribou, présentation, la répartition et l'habitat, le squelette, les dents, les bois, l'alimentation, les petits, le troupeau, la communication, des faits amusants et le caribou dans la vie des Inuits. Alors ça, ce sont les différentes thématiques qui vont être traitées, souvent sous la forme d'une double page. Présentation globale du caribou. Vous avez quand même beaucoup d'informations dans chacune des pages qui sont données, mais le texte n'est pas hyper court, mais on n'est pas dans un type de documentaire avec 7 courts textes dans chaque page. On a un texte avec 2 ou 3 paragraphes pour chacune des pages. Les pages de squelette sont magnifiques. Donc, vous avez toujours comme ça ici la découverte du squelette. Vous allez avoir aussi les dents. Donc, les dents vont nous amener éventuellement à parler de l'alimentation, les bois. On parlait de l'alimentation, donc ce qui est mangé par ces espèces-là, et ainsi de suite. Donc, toutes sortes d'informations qui vont vous être transmises sur l'espèce animale. Si je compare, par exemple, avec le narval, dans la table des matières, vous allez voir que le narval, les thématiques qui sont touchées, c'est la répartition et l'habitat, le squelette, les défenses. Évidemment, on n'avait pas de défense avec un caribou. L'alimentation, les petits, les prédateurs, sous la glace et un plongeur en eau profonde. Alors, vous allez constater que le squelette, l'alimentation, les petits, la répartition et l'habitat sont des thématiques qui sont récurrentes à chacun des livres, mais les prédateurs et sous la glace, ce n'est pas nécessairement dans chacun des ouvrages que vous allez les retrouver. Alors, c'est vraiment une collection. Premièrement, il y a, je pense à nos participants là, qui sont des prairies où, entre autres, le bœuf musqué va être un animal qui est important. Mais c'est rare qu'on ait un documentaire en français qui va parler de ces animaux-là.
C'est des documentaires qui nous permettent vraiment de découvrir des espèces animales, entendons-nous, là, exceptionnelles qu'on a sur le territoire. On a des narvals au Canada. C'est quand même incroyable quand on y pense. Là. Tu sais, on sort dans la rue, on voit 2 écureuils, on trouve ça cute. Il y a des narvals dans les océans. C'est quand même assez impressionnant de constater ça. Parce que malgré que ce soit sur le territoire du pays où on habite, c'est très éloigné de notre vie citadine si vous êtes comme moi dans une grande ville. Alors, ça nous permet de reconnecter aussi avec cette réalité-là de la variété animale qu'on peut trouver sur le territoire. Donc, une magnifique collection. Et je conclurai cette présentation avec une collection qui pourra assurément plaire à de nombreux jeunes lecteurs. Levez la main si vous avez des jeunes lecteurs qui aiment les dinosaures. Là, je pense que tout le monde peut lever la main et dire, ben oui, les dinosaures, c'est toujours assez gagnant. Et la collection que je vais vous présenter s'appelle « Qu'y a-t-il de si génial à propos de ». Ah ouais, c'est génial, les dinosaures, comment ça? Qu'est-ce qu'il y a de si génial? Vous avez Qu'y a-t-il de si génial à propos du Vélociraptor, du Célophysis? Célophysis, vous avez la prononciation qui vous est donnée sur la page couverture si vous ne savez pas comment prononcer le nom du dinosaure. Du Ankylosaurus, vous allez avoir le Lélinasaura, le Spinosaurus, le Mégalosaurus, le Stégosaurus, le Tyrannosaurus rex, le Triceratops et le Diplodocus. Donc, au total, je vous en ai nommé combien? Là? 2, 4, 6, 8, 10 documentaires sur 10 dinosaures différents. Mais ce qui, tu sais, vous allez me dire des documentaires sur les dinosaures, j'en ai déjà lu. Qu'est-ce qui fait en sorte que ceux-ci sont si incroyables? C'est la structure, c'est les thématiques qui ont été choisies, la structure, et je vous dirais un peu le mode comparatif qui est choisi dans ce genre d'ouvrage. Chacun des livres est construit de la même façon, avec les mêmes sections qui reviennent dans le même ordre. Donc là, je vous présente la structure d'un livre, mais les 10 sont faits comme ça. Qu'y a-t-il de si génial à propos de Diplodocus? Un géant à long cou et à queue de fouet. Donc déjà, vous avez une présentation rapide. La prononciation, Diplodocus. Ce sont des livres de Nikidi, c'est des traductions dans ce cas-ci ici, avec la participation du paléontologue primé Dean Lomax, qui revient dans chacun des livres. Ouvre ce livre pour savoir à quoi les dinosaures ressemblaient réellement et comment ils vivaient. Vous avez à chacune des pages de garde. Les dinosaures, ce texte revient dans chacun des livres. On vous présente, là, grosso modo, on nous explique c'est quoi un dinosaure. Là. Les dinosaures ont habité la Terre plusieurs millions d'années avant l'arrivée des humains. La majorité des espèces sont disparues il y a si longtemps que l'on n'aurait jamais eu l'occasion de les rencontrer. C'est une bonne chose parce que bon nombre d'entre elles étaient énormes et terrifiantes. Mais certains dinosaures existent encore aujourd'hui, les oiseaux. À ce jour, plus d'1 millier d'espèces de dinosaures ont été recensées. Dans les livres de la série Qu'y a-t-il de si génial à propos de, tu découvriras les plus récents faits et les dernières informations sur certaines des plus communes espèces et apprendras de nouvelles choses sur des dinosaures moins connus mais tout aussi fascinants dont tu n'as peut-être jamais entendu parler. Page de présentation de titre. Déjà, un fait amusant. Savais-tu que Diplodocus est l'un des plus longs dinosaures à avoir existé? C'est aussi l'un des plus connus car nous avons trouvé beaucoup de squelettes presque complets. Diplodocus signifie double poutre. Ah, je ne savais pas que Diplodocus signifiait double poutre. On commence avec Plantons le décor. Et là, c'est l'occasion d'avoir une ligne du temps qui nous permet de voir à quelle époque on peut retrouver le Diplodocus. Donc, on va nous dire tout a commencé quand les premiers dinosaures sont apparus il y a environ 231 millions d'années pendant le Trias. C'était le début de l'ère des dinosaures, une période où ils allaient être les rois du monde. Les scientifiques appellent cette période le Mésozoïque. Vous avez la prononciation. Elle a duré si longtemps qu'ils l'ont divisée en 3 parties, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Diplodocus a existé durant le Jurassique, il y a entre 150 et 154 millions d'années. Mais je vous ai dit que c'était pareil dans chacun des livres. Alors, le Triceratops, lui, regardez où il se situe sur la ligne du temps. Tantôt, notre Diplodocus était ici, au-dessus du Jurassique. Bien, lui, le Triceratops, il a existé durant le Crétacé. Mais c'est la même structure, vraiment
j'essaie de vous montrer ça comme il faut, la même page qui est reprise. Je continue avec le diplodocus. Vous allez avoir le bulletin météo. Donc, quel genre de climat et d'environnement on avait à l'époque où le dinosaure a vécu. D'où viennent-ils? Alors, voici ce que nous savons à ce jour et où nous l'avons découvert. Donc, on a découvert aux États-Unis, au Colorado. Donc, c'est le paléontologue Othniel Charles Marsh qui a donné son nom à Diplodocus en 1878. Et là, on va nous expliquer que les premiers os de Diplodocus ont été découverts par Benjamin Mudge et Samuel Wilston en 1877 dans une carrière située près de la ville de Canyon City au Colorado. Et bon, on nous explique la découverte. Quand c'était le Triceratops, on avait une autre histoire de découverte qui nous a été racontée. Ensuite, son portrait. Donc, ici, vous avez sa taille. Puis regardez, on vous le compare à une porte de chambre. Là. Donc, on voit que c'était un très grand dinosaure. Si je reviens ici à notre Triceratops, bien, regardez par rapport à la porte, le Triceratops était beaucoup plus petit que le Diplodocus. Donc, c'est des façons vraiment très simples de présenter l'espèce. Ensuite, on vous le compare à un autobus à étage pour la longueur. On va avoir toujours une page avec une illustration complète qui est magnifique comme celle-ci. Le trouillomètre. Alors, est-ce que c'était un dinosaure qui était épeurant? Est-ce que c'est un dinosaure qui était menaçant? Mais quand il se promène et il mange, regardez, il est menaçant 2 sur 10. Mais quand on l'attaque, le dinosaure qui s'en prend à Diplodocus doit prendre garde à sa longue queue qu'il utilise pour infliger des blessures parfois mortelles. 6 sur 10 quand on l'attaque. Le plus terrifiant, là, il serait 10 sur 10. Est-ce qu'il y avait de la jugeote? Tu sais, il était-tu un petit peu intelligent, ce dictionnaire-là? Bien là, regardez. Il y avait juste 2 sur 10 d'intelligence. Puis là, on va vous comparer aux autres dictionnaires, aux autres dinosaures. On nous explique que cette évaluation-là est faite en fonction du rapport entre la taille du cerveau et la taille du dinosaure. Était-il rapide? Donc, un rapidomètre. Ensuite, son équipement. Donc, c'est un peu comme un personnage de jeu vidéo. Tu sais, ses armes. Donc, ses armes, c'était son cerveau, sa queue, son cœur, son cou. 6 sur 10 pour son équipement. Ses dents. À quoi ressemblaient ses dents? Qu'est-ce qu'il mangeait au menu? Qui habitaient dans le même voisinage? Donc, ceux qui ont cohabité avec le Diplodocus. Quels animaux vivants aujourd'hui ressemblent le plus à Diplodocus? Donc là, on va nous demander quels sont les animaux qui ont peut-être le plus hérité de sa morphologie. On va nous dire, entre autres, les chevaux, les vaches et les zèbres sont des animaux qui agitent aussi leur queue pour éloigner les mouches qui les agacent, comme le Diplodocus. Les girafes se servent de leur long cou pour atteindre les plus hautes branches des arbres et en manger les feuilles, ainsi que pour paraître imposantes et intimidantes. Puis à la fin, vous avez une reprise de chacune des informations qui a été donnée sous la forme d'une petite vignette. Donc, vous pouvez vraiment comparer tous les dictionnaires ça fait 2 fois, tous les dinosaures que vous avez découverts en comparant les vignettes. Puis, éventuellement, mais vous pourriez choisir votre dinosaure avatar qui vous représente le plus. Alors, on est pile poil dans les temps pour terminer que je puisse vous laisser aller prendre un petit lunch. Donc, terminer cette présentation sur Québec-Amérique. Québec-Amérique, c'est une maison d'édition qui est hyper connue pour tous ses romans, ses albums, ses ouvrages de fiction qui sont extraordinaires et je vous invite à les découvrir également. Mais j'espère que cette présentation-là vous aura permis de connaître le côté documentaire de cette maison d'édition-là, que ce soit par sa plateforme numérique ou encore par ses ouvrages documentaires que je vous ai fait découvrir aujourd'hui ou redécouvrir. C'est toujours possible d'apprendre par la littérature jeunesse, évidemment. Vous en verrez d'autres exemples cet après-midi. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne heure du lunch. Et nous, on se retrouve dès 13 h pour la prochaine présentation qui sera donnée par ma collègue Charlotte. Donc, je vous dis tout de suite bon appétit et à très bientôt.